Non mais on peut pas faire une vidéo sur la France, c'est trop triste. Une boisson avec de la framboise. C'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça. On va tout prendre. Perdue dans ma voiture, ça me rend triste. Elle est perdue dans un désert de plastique. Je sais pas d'où elle vient. Elle est sûrement très très loin de là où elle vient. En Suisse, on n'a pas cette chose, regardez. Ça c'est une merveille d'ingénierie, regardez. On peut ouvrir le bouchon sans le dévisser. Au début de la vidéo, je dis que c'est triste de filmer la France. Mais la médiocrité apportée par le monde de la technique n'est rien à côté du panache, de la grandeur, de l'intensité, de la beauté de la musique de Jean-Baptiste Lully. La petite recherche de cohérence du monde de la technique n'est rien à côté de l'esprit qui n'a que faire de la cohérence, qui veut dépasser tout ça, qui n'a que faire de la cohérence, du raisonnable, l'esprit qui veut se dépenser, l'esprit d'un enfant qui est libre, qui veut rêver au-delà de toutes les cohérences. Le concept d'arraisonnement pour Heidegger, c'est l'idée qu'on peut arraisonner, c'est-à-dire s'approprier tout ce qui nous entoure dans la nature, dans le monde. On peut tout considérer comme une ressource dont on peut se rendre propriétaire sans que personne s'y oppose. Et donc ça fait du monde entier une ressource.
Et cette logique est poussée par la technique qui voit tout comme une ressource pour son utilité. Et donc notre monde devient un monde entièrement technique, où tout devient ressource pour cette technique. Et donc cette technique se nourrit elle-même, elle produit de la nouvelle technique pour produire de la nouvelle technique, pour produire de la nouvelle technique. C'est une technique qui s'accroît en boucle, qui s'approprie des ressources pour augmenter sa puissance technique, pour pouvoir récupérer plus de ressources, pour augmenter sa puissance technique, et ça indéfiniment. Et donc je pense que cette logique d'un raisonnement prend ses racines dans l'humanisme. C'est l'idée que l'homme est au centre de l'univers, l'homme doit prendre la place de Dieu, ou l'homme prend la place de Dieu. Et donc il est de notre devoir, il nous incombe du coup, de donner le sens au monde. Et puisque, en fait, cette tâche, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à donner du sens au monde, ou plutôt la technique n'arrive pas à donner de sens au monde, nos voitures ne donnent pas plus de sens au monde, aussi performantes soient-elles, elles ne donnent pas un sens au monde. Aucun de nos outils ne donne du sens au monde. Et donc, ne reste plus que la technique qui se veut elle-même, indéfiniment. Et donc, on finit par tout bétonner, toute la technique va tout recouvrir, car tout devient tout prend une valeur technique. Tout prend une valeur pour l'utilité technique dans le monde. Donc on bétonne les prairies. On bétonne les prairies, à part si elles ont une utilité technique de produire je ne sais quel sucre à partir de je ne sais quelle plante, ou de produire je ne sais quelle huile à partir des sous-sols de cette prairie, et donc on installera une autre infrastructure technique, un puits de pétrole, une pompe, je ne sais quoi, et donc tout devient motif à la technique. L'ensemble du monde est une ressource que la technique va essayer d'exploiter. Le monde entier est en train de devenir une zone commerciale avec une banlieue pavillonnaire autour. Le monde entier. Souvent j'utilise ce concept de polythéisme de la consommation pour parler de toutes ces entités qui sont des magasins, des vendeurs qui ont toute leur identité, leur logo, leur marque, leur histoire. Mais si on réfléchit bien, sur le terrain de la valeur, toutes ces marques, donc tous ces dieux du polythéisme de la consommation, se réfèrent à une même valeur, car tout est échangeable. Si on met suffisamment d'argent, on peut racheter Decathlon, ou je ne sais quoi, Casino, ou McDonald's, on peut racheter ces choses. Tout est rachetable en une seule valeur. Et en ça, on n'a pas encore un polythéisme de la consommation. Enfin, c'est pas encore, ça ne va pas arriver. On n'aura pas de polythéisme de la consommation, en tout cas sur le plan de la valeur. Sur le plan du symbole, on l'a peut-être, mais sur le plan de la valeur, on ne l'a pas, puisque tout est échangeable dans une valeur commune. Tout se réfère à l'argent. Ce qui serait le dieu argent, si on veut parler de polythéisme de la consommation, qui est en fait un monothéisme de l'argent. Et je pense que chez les Grecs, ou chez les polythéistes, il y a une séparation de valeurs, c'est-à-dire que la valeur attribuée à un dieu, à une croyance, à un rite, à une chose, n'est pas échangeable dans une monnaie d'échange avec une autre valeur. L'offrande au dieu de la montagne n'est pas échangeable, n'est pas traduisible en offrande pour le dieu des récoltes, ou etc. Et je pense que cette séparation des valeurs, ça doit être un des fondements du polythéisme. Le fait d'avoir des choses inéchangeables. En fait, si toutes les valeurs sont centrées sur l'être humain, eh bien on va tout réduire, tout ce qui est sauvage, on va le civiliser, on va le rendre civilisé. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il soit compatible avec nous. Et donc l'humanisme, en mettant l'humain au centre de l'univers, accrédite le fait qu'on a le droit de tout rendre civilisation, de tout civiliser. Que la nature sauvage doit être apprivoisée, doit être maîtrisée, contrôlée. Et là, on retrouve Descartes, et donc c'est parfaitement l'humanisme. C'est Descartes qui dit « La nature doit être soumise à l'homme, l'homme doit soumettre la nature par sa raison et sa technique. L'homme, par sa raison et sa technique, va maîtriser la nature. » Et bien ça, c'est la fin du sauvage. C'est la fin, en tout cas philosophique, et puisqu'on est dans un monde qui semble respecter, continuer dans cette direction,
ce sera la fin physique de la nature sauvage. La nature sauvage va être contrôlée intégralement, va être civilisée. On va civiliser la nature. Et j'ai bien peur que ce soit ça la plus grosse catastrophe écologique et que tout le monde s'en fiche, puisque je pense qu'on va résoudre les problèmes climatiques, on va résoudre tout un tas de choses qui sont peut-être des faux problèmes ou peut-être des vrais problèmes, ça je l'ignore. On va résoudre tout ça en faisant quoi? En retirant tout ce qu'il y a de sauvage dans la nature, en civilisant l'ensemble du monde vivant. En civilisant l'ensemble du monde vivant, ça veut dire qu'on va peut-être avoir tous une petite maison bio, équitable, je sais pas quoi, avec de l'isolation, des panneaux solaires, un petit jardin en permaculture autour, et toute la planète entière sera ça, toute la planète entière sera écologique, toute la planète entière ne posera peut-être plus de problèmes. Alors c'est un idéal, hein, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça, un idéal, hein. Une projection de ce qui pourrait advenir si on résolvait les soi-disant problèmes écologiques, ou les vrais problèmes écologiques. On va se rendre maître et possesseur de l'entièreté de la nature. Et là, à ce moment-là, on va dire « Ah, enfin, nous avons maîtrisé le problème écologique. Il n'y a plus de disparition d'espèces puisqu'on les contrôle toutes. Il n'y a plus de réchauffement puisqu'on contrôle l'ensemble de la météo, l'ensemble de nos émissions. On aura contrôlé la nature. » Mais est-ce qu'on n'aura pas détruit la nature? On aura détruit la nature, et puisque la nature n'existe plus, eh bien, on aura très bien le droit de dire « Oh, bien, nous l'avons sauvée, puisque plus personne n'aura accès, plus personne ne pourra peut-être même plus penser ce qu'était la nature, ou ce qu'a été la nature, tout comme là, à l'heure actuelle, je suis peut-être incapable de penser une partie de ce qu'a été la nature. La nature sauvage, la nature non civilisée, la nature quand elle n'est pas contrôlée par l'être humain. Le monde de la technique souhaite faire de toute chose une ressource ou un outil raisonnable. Le monde de la technique souhaite faire de l'être humain un outil utilisable, une ressource exploitable par la raison. Mais le génie humain, le génie créatif n'a rien de raisonnable. Je me disais, que vais-je faire de ces images d'autoroute? Mais m'est venue en tête la musique de Jean-Baptiste Lully. Et peu importe l'étendue du marécage de boue et de fange qu'est la société technique, qu'est le monde de la technique, la musique de Jean-Baptiste Lully et le génie des créateurs brillent comme 1000 soleils au milieu de ce marécage. Le monde de la technique est à jamais séparé, ne comprend absolument pas le génie créatif, ne comprend pas la rêverie de l'enfant. Ces choses sont même pas sur ses cartes. Le monde de la technique n'arrive même pas à évoquer ces choses-là. Ces choses-là dépassent complètement le monde de la technique. Ces choses-là rayonnent encore. Même sous forme de ruines, même si les châteaux du Moyen-Âge ne sont plus que des petits tas de cailloux en haut de la montagne, ils rayonnent encore 1000 fois plus que toutes les lumières de la plaine. Ils rayonnent 1000 fois plus que tous les éclairages publics du monde de la technique. Avec le génie créatif, avec l'esprit enfantin et rêveur, même la plus stérile des autoroutes peut devenir grandiose et belle.